Bon, bah merci Felduc, grâce à toi j'ai envie de faire cette vidéo. Allez, c'est parti. Du coup, FNAF et moi, ça commence en 2014 quand je découvre YouTube, Squeezie, les jeux d'horreur. Et du coup, il fait sa première vidéo sur FNAF le 15 août. Il va continuer de faire des vidéos dessus, mais je ne savais pas tout ce qu'il y avait derrière. Et c'est là que je découvre Funky Fouine et Tess de Gobennage. C'est pas facile à dire comme pseudo. Et Jekyll, qui vont faire des théories sur le lore de FNAF que je ne connaissais pas à l'époque. Et j'ai vraiment été à fond là-dedans pendant un temps parce que j'ai cherché longtemps une maladie qui pourrait justifier de pourquoi l'homme en violet est en violet, et notamment Michael dans Sister Location, qui continue de sortir avec une peau violette et ça choque personne, et du coup j'avais trouvé une maladie là-dessus. Après la vidéo de Funky Fouine sur Sister Location, j'ai arrêté de suivre les actualités sur la saga de manière générale. Les années passent, j'y pense plus, je regarde plus. Et arrivent les films, que j'ai adorés. C'était pas prévu. En fait, si. Déjà à l'époque, quand les 4 premiers jeux étaient déjà sortis, Scott avait annoncé, donc le créateur du jeu, qu'il avait en projet de faire un film. Mais déjà à l'époque, il avait précisé que ce serait pas canon, c'est-à-dire que ce serait pas l'histoire avec un grand H. Du coup, grâce au film, je me remets un petit peu dans l'univers, je recommence un petit peu à regarder les vidéos de l'époque, mais sans plus. Le problème, c'est que Feldup a fait une vidéo sur FNAF et qui m'a beaucoup trop donné envie de mettre ma pierre à l'édifice. Donc me voilà. Bon. Pour ma version de l'histoire, je voudrais la raconter en 2 fois. La première, ce serait pour la version très terre-à-terre de l'histoire, et la deuxième sur l'aspect plus paranormal. Maintenant, sur quoi je me base? Parce que je raconte l'histoire, mais l'histoire de quoi? Je ne prends pas en compte les films, les livres, et je ne prends globalement en compte que les contenus des 4 premiers jeux. Hashtag fanboy. Je suis une puriste. Donc la théorie, c'est pas la mienne, c'est un travail de communauté qu'il y a toujours eu autour de la saga FNAF. Et juste moi, je compile et je prends ce que moi je trouve vrai et je vais dire non à certaines choses que pourtant d'autres gens ont dit. Petite précision, il y a ces 3 hommes en violet là qui sont présents dans les contenus des jeux. Je considère que c'est la même personne, mais qui change physiquement au cours du temps. Voilà. Alors c'est parti pour la version officielle et rationnelle de Five Nights at Freddy's. Tout commence dans un petit restaurant, le Fredbear Family Diner, qui a pour mascotte Fredbear et la marionnette. La franchise rencontre le succès et en ouvre 2 plus grands, donc le Freddy Family Diner qui s'agrandit, qui organise des anniversaires avec comme mascotte Fredbear et Spring Bonnie. Ces mascottes-là ont pour spécificité de soit pouvoir accueillir un endosquelette, donc un animatronique, ou un être humain qui est maintenu par des ressorts. Et le deuxième restaurant, le Freddy Fazbear Pizza, a pour mascotte Freddy et ses amis, Bonnie, Chica, Foxy et la marionnette. En parallèle, un dessin animé Fredbear and Friends et du merchandising commence à être développé autour de la franchise. Du coup, pour le diner, des cassettes de formation vont être créées pour que les employés puissent utiliser les costumes un peu particuliers sans se blesser. Mais de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter car la priorité de l'entreprise, c'est la sécurité de ses employés. Cependant, si les employés venaient malheureusement à se blesser avec les costumes, ils seraient priés de s'isoler dans les pièces de sûreté afin de ne pas gêner l'expérience client et de saigner devant eux. Mais une entreprise aussi irresponsable envers ses employés, ce n'est pas possible! Un accident surviendra au diner qui fera fermer le restaurant et rapatrier les mascottes dorées au Freddy Fazbear Pizza. Les mascottes du diner attendront dans l'autre restaurant afin d'être examinées par un technicien. Cet accident concerne un dysfonctionnement de Fredbear et un enfant d'un des employés de la franchise. Malheureusement, l'enfant sombrera dans le coma et finira par en mourir quelques temps plus tard. Et comme on est dans les États-Unis des années 80, le contrat de l'employé empêche l'affaire de s'ébruiter et ça reste caché. Mais ce n'est que le début des problèmes car la disparition de 4 autres enfants va entacher la réputation de la franchise. Et dans le même temps, le costume de Spring Bonnie est déplacé. Cet incident va impacter le budget de l'entreprise qui emmurera les pièces de sûreté avec tout ce qu'il y a dedans. Et surtout, il faut parler de ces pièces à personne. Les journaux en parleront comme de la disparition de 2 puis de 5 enfants au restaurant autour du 26 juin 1983. L'entreprise tiendra quand même quelques semaines et une enquête permettra l'arrestation et la condamnation d'un suspect.
Mais des plaintes sur l'hygiène et la comparaison des animatroniques à des carcasses réanimées feront fermer le Freddy Fazbear Pizza. Les rumeurs diront que les corps des enfants ont été cachés dans les costumes, mais il n'y aura jamais de preuves là-dessus. Les corps des enfants n'ont jamais été retrouvés. Les années passent et la franchise essaie de se relever en 1987 avec le New Fazbear Pizza, qui mise sur de nouvelles mascottes basées sur le merchandising, les modèles Toy. Nous avons donc Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie et Toy Foxy, rebaptisé Mangle. Mangle veut dire démembré. Et effectivement, après que les enfants aient joué beaucoup de fois avec et les employés ne voulant plus le remonter, ils l'ont laissé en attraction de démonte-le, remonte-le. Le jouet Toy Chica a un bec démontable et du coup pour la mascotte ils ont décidé de faire la même chose. Nouveau restaurant, nouveau fonctionnement, ils sont tous en mode vagabondage, c'est-à-dire qu'ils peuvent se balader librement. Pour des raisons techniques, ils le sont aussi de nuit pour éviter d'avoir un redémarrage trop lent le matin venu. Les vieux modèles sont toujours là mais cachés en coulisses et servant de pièces de rechange pour les nouveaux modèles. Considérés comme laids, vieux, décrépits, ils ont une odeur. Effectivement, le restaurant voudrait bien se débarrasser de son ancienne réputation. Du coup, en coulisses, on retrouve Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Fredbear, renommé Golden Freddy, et qui ressemble de plus en plus à Freddy. Même s'ils sont pas à la vue du public, ils sont cependant toujours en fonctionnement. La marionnette, elle par contre, est toujours visible du public puisqu'elle sert de distributeur à cadeaux pour les enfants. Même si les pièces de sûreté avaient été emmurées dans le précédent restaurant, ils ont quand même gardé les anciens costumes dorés. Vu le prix que ça coûte à produire, on peut le comprendre. D'ailleurs, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, les nouveaux modèles ont une nouvelle technologie de reconnaissance faciale afin de détecter des criminels. Et visiblement, ils ont bien fait, puisque les animatroniques commencent à regarder un peu bizarrement les adultes et à devenir agressifs envers eux. Heureusement, aucun changement pour les enfants. Mais les employés, eux, n'aiment pas trop le comportement des animatroniques et il y a un certain turnover chez Freddy. La sécurité chez Freddy, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Parce que, oh t'inquiète, les animatroniques peuvent pas rentrer dans ton bureau. Mais s'ils le font, tiens, mets ce masque-là, hein, t'inquiète, ça passe. En effet, avant Jeremy Fitzgerald, le gardien de nuit actuel, il y avait un autre employé qui a signifié un certain malaise au niveau du comportement des animatroniques. L'employé en question a d'ailleurs été muté en tant que garde de jour. Cependant, il ne restera pas longtemps non plus de jour, et Jeremy devra le remplacer après sa 5e nuit pour un dernier anniversaire le samedi. Et oui, il faut veiller à ce que personne ne se blesse lors de l'anniversaire. Et ce serait le dernier anniversaire prévu au restaurant puisque le restaurant devra fermer pour investigation. Le formateur de Jeremy prendra le poste de garde de nuit juste après. Mais l'anniversaire ne se passera pas comme prévu et Jeremy Fitzgerald sera blessé par Mangle au niveau de son long frontal. Cet énième accident fera fermer le restaurant et l'entreprise démontera les modèles Toy mais gardera les anciens modèles dans l'espérance d'une nouvelle réouverture. Et ils ont bien raison d'espérer puisqu'ils vont réouvrir un restaurant en 1992, le Freddy Fazbear Pizza. Il est un peu plus petit, il fait un peu plus ancien, un peu plus vétuste que les autres, mais il est ouvert. Il aura comme mascotte Freddy, Chica, Bonnie, Foxy et la marionnette ne sera plus visible. Golden Freddy, quant à lui, servira de costume de rechange pour Freddy. Spring Bonnie, lui, est toujours là, mais à l'abri de regard. En fait, depuis le début, je parle des pièces de sûreté, mais j'ai pas expliqué ce que c'était. C'est effectivement des pièces qui servent aux employés afin de s'isoler en cas de problème, etc. Mais elle a la particularité de ne pas être présente sur la carte des animatroniques, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas rentrer dedans. Le mode vagabondage a été retiré des animatroniques pour éviter de reproduire l'accident de 1987. De nouvelles règles sont imposées dans le restaurant, notamment ne pas toucher Freddy, éventuellement pour pas l'abîmer, et il y a également ne pas déféquer par terre. La rumeur raconte que la règle aurait été établie après l'accident de Jeremy qui aurait été causé par une déjection laissée par terre et que Mangle aurait donc glissé sur cette dite déjection pour finir sur le lobe frontal de Jeremy. Du coup, pour ceux qui trouvent ça impossible, de 1, des enfants agressifs avec des mascottes, ça existe. De 2, des enfants qui chient par terre, ça existe, hein. Mais tant mieux si vous connaissez pas cette partie-là de l'humanité. Mike Schmick est donc embauché pour être le garde de nuit dans ce nouveau restaurant et découvre les cassettes de son prédécesseur. Il apprend à travers ces cassettes que les costumes n'auraient pas pris de bain depuis 20 ans et il découvre aussi le décès de son prédécesseur qui a eu lieu dans des circonstances particulières. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. L'entreprise n'a pas su remonter la pente et fermera définitivement ses portes après avoir viré Mike Schmidt parce qu'il avait peur des animatroniques. Enfin,
Manque de professionnalisme. Odeur. Alors quand tu transpires toute une nuit parce que t'as peur des animatroniques, oui tu sens. Et oui, des employés qui puent, ça existe aussi. Et également pour tampering, vous prenez la traduction que vous voulez pour ce mot-là, dans tous les cas c'est intéressant. 30 ans plus tard. Si on faisait du fric sur les décès d'enfants de la pizzeria, très vachement bien. Et voilà qui est créé Fazbear Fright, une attraction d'horreur visant à vous remettre dans le contexte de l'époque avec du matériel d'origine. Grâce à un ancien architecte qui avait travaillé avec la franchise, les créateurs de Fazbear Fright vont retrouver des pièces cachées dans les anciens restaurants et redécouvrir un costume qu'ils vont pouvoir utiliser pour l'attraction, Springtrap, anciennement Spring Bonnie. Le matériel est tellement vieux qu'il y a des risques d'incendie et d'hallucination pour le gardien. Mais t'inquiète, c'est rien de grave. L'attraction finira brûlée. On ne connaît pas l'origine de l'incendie. Après ça, on n'entendra plus jamais parler de la franchise de Freddy. Ça, c'est pour la version officielle de l'histoire. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y aurait pas quelque chose de plus terrifiant, spirituel, paranormal? Alors c'est parti pour la version occulte et fantomatique de Five Nights at Freddy's. On repart au restaurant d'origine où un enfant va être assassiné devant le restaurant et l'esprit va se mettre à hanter la marionnette. Ne sachant pas si justice a été faite, l'esprit va chercher à retrouver son tueur. 1983 arrive et la marionnette va capter la détresse de l'enfant qui pleure et va hanter sa peluche de Fredbear afin de veiller sur lui. L'enfant fera des cauchemars sur les animatroniques de la franchise et malheureusement à son anniversaire, il sera la victime d'un accident avec la mâchoire de Fredbear et tombera dans le coma. Et malheureusement, comme les problèmes ne viennent pas seuls, la marionnette va recevoir de la compagnie puisque 4 nouveaux enfants vont être assassinés par le même meurtrier que la marionnette au Freddy Fazbear Pizza. C'est la goutte de trop pour la marionnette qui va aider ses nouveaux amis à posséder les animatroniques de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. L'enfant qui pleure quant à lui, dans le coma, continue de faire des cauchemars concernant Fredbear et sa version plus sombre, Nightmare. Juste avant son décès, la marionnette fera en sorte de les remettre ensemble afin qu'ils puissent hanter également un animatronique, Fredbear, qui sera renommé Golden Freddy et qui est vide à ce moment-là. Il finira même par prendre d'autres formes dans le nouveau restaurant. D'ailleurs, allons-y. Nous arrivons en 1987 et les enfants ont 2 fois plus de costumes à hanter avec les modèles Toy. L'enfant qui pleure, du coup, continue de hanter Golden Freddy puisque le violet du chapeau et du nœud papillon sont partis vers le noir et prendra également la forme d'ombre, lui rappelant ses cauchemars de l'époque. Les enfants découvrent la technologie de la détection faciale et commencent à fixer les adultes afin d'essayer de repérer leur tueur. Malheureusement, le meurtrier en question est embauché par la compagnie et commence à trafiquer les animatroniques afin qu'ils ne le reconnaissent pas. Les animatroniques perturbés par le tueur deviendront de plus en plus agressifs avec tous les employés de la compagnie. L'enfant qui pleure n'en est pas sûr, mais il pense reconnaître son père parmi les employés. Et oui, l'entreprise qui a tué son enfant continue de l'avoir comme employé au restaurant. Je pense effectivement que le père de l'enfant qui pleure est un employé du restaurant, puisqu'il signifie que Foxy a toujours été son préféré, comme le grand frère de l'enfant qui pleure, et aussi parce qu'on peut entendre une cassette de l'homme au téléphone pendant les cauchemars de l'enfant qui pleure. Malgré les interférences du tueur, Mongul aura quand même contacté la police qui commencera à mener des investigations au sein du restaurant. Oui, parce qu'au-delà des reconnaissances faciales, Mongul a la spécificité de pouvoir contacter la police par ondes radio. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'autres meurtres au sein de ce restaurant et que c'est bien les investigations qui font fermer le restaurant temporairement. L'entreprise réouvre ses portes en 1992 et les enfants se retrouvent avec un animatronique chacun à posséder. Ne sachant pas si le tueur est toujours présent au sein de la compagnie, ils continueront de s'attaquer aux gardes de nuit. En effet, le formateur de Mike Schmidt, qui est pour moi le père de l'enfant qui pleure, sera tué par les animatroniques parce que Golden Freddy l'aura reconnu une énième fois. La compagnie connaîtra sa dernière fermeture après ça. Quelque temps plus tard, ayant entendu parler d'animatroniques tueurs, l'assassin des enfants se dit peut-être que ce serait une bonne idée de démonter les animatroniques afin de ne rien risquer. On rencontre souvent sa destinée sur la route que l'on prend pour l'éviter. Après avoir démonté les animatroniques, il se retrouve malheureusement par une nuit pluvieuse face aux 5 esprits des enfants qu'il a assassinés. Apeuré, il essaiera de se cacher dans le costume de Spring Bonnie, qui était toujours dans la réserve, qui, avec l'humidité plus sa respiration, finira par coincer les ressorts dans sa chair, il finira par mourir dans son propre sang.
les enfants ont enfin eu leur vengeance. Et 30 ans plus tard, plus personne ne peut reposer en paix. Fazbear Fright utilise les enfants et leurs morts comme prétexte et Spring Bonnie comme mascotte pour leur attraction d'horreur. Les enfants se feront passer pour une hallucination auprès du gardien afin de lui faire passer un message. Ça va brûler. Mais avant ça, ils ont autre chose à faire. Ils se réunissent tous ensemble pour fêter l'anniversaire de l'enfant qui pleure. Il a enfin le droit à son anniversaire. Le jour le plus joyeux pour les enfants. Le jour où ils crament tout. Et ça y est, les esprits des enfants sont enfin apaisés. Même si Springtrap a survécu à l'incendie. Et voilà, c'est ma version de l'histoire des jeux Five Nights at Freddy's. J'espère que j'ai rien oublié, sinon je vais pas avoir l'air con avec cette vidéo. Vu le temps que ça m'a pris à l'écrire, à la jouer, à la monter, j'aurai un peu les boules. Il y a cependant 3 éléments présents dans les 4 jeux que j'ai pas su utiliser, donc je vous les pose là, vous en faites ce que vous voulez. Moi je sais pas comment les interpréter. Pour commencer, il y a l'appel de la 5e nuit dans FNAF 1. Il est bizarre, il a été traduit par Funky Fwin, mais je sais pas s'il a un sens caché ou si c'est juste pour faire flipper. En parlant de choses qui font peur, aussi dans FNAF 3, il y a le screamer de la marionnette. J'ai cru comprendre que c'était du morse, mais je sais pas traduire le morse, donc ça va être compliqué d'en faire quoi que ce soit. Et pour finir, il y a la boîte de FNAF 4. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir, s'il y a un code particulier pour l'ouvrir. J'ai toujours pensé que si on mettait, par exemple, les jeux dans le bon ordre, en tapant sur les cadenas, ou s'il y avait un autre code caché dans les jeux qui serait intéressant. Malheureusement, je ne sais pas si ça a été essayé ou si ça fonctionnerait. Je vous laisse ça là. J'aime bien l'idée que ce serait potentiellement les jeux dans le bon ordre à mettre au niveau des cadenas parce qu'on remettrait les pièces ensemble. Et visiblement, cette phrase-là a l'air intéressante dans la franchise. Mais là, c'est vraiment des bouteilles à la mer que je vous donne. Je sais absolument pas si ça sert ou si ça sert pas. On sait que Scott peut faire des clins d'œil sans que ça signifie quoi que ce soit. J'ai quelques pensées, certaines ressemblances entre les personnages qui, pour moi, ne donnent pas de raison à des liens entre eux ou quoi que ce soit. Je vous laisse ça là. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je sais pas comment la conclure. J'espère que ça plaira.